même à l'autre bout du monde. Quel que soit l'endroit où l'on soit, aussi vrai que la terre est ronde, un jour on se retrouvera, même s'il faut franchir des montagnes, marcher dans la neige et le froid, puisque l'amour nous accompagne. Un jour on se retrouvera, il faut savoir. Voilà, fidèles téléspectateurs de la télévision catholique, merci de nous accueillir chez vous dans cette tranche spéciale Une idée, un plus, en l'absence de mon collègue Hugues Kiba, que je remplace momentanément. Très très heureux donc de vous retrouver en cette journée de lundi 19 septembre, journée ô combien mémorable, parce qu'en principe, si vous le rappelez bien, c'est aujourd'hui que le peuple devait être conduit devant les urnes pour les élections. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Vous avez suivi l'actualité politique avec la CENI qui est allée déposer sa requête auprès de la Cour constitutionnelle et de l'autre côté, le dialogue qui ne s'est pas encore clôturé et qui continue au niveau de la cité de l'OUA et qui pose encore le problème justement à propos de la date précise des élections. À ce sujet, justement, nous recevons pour vous le professeur Mpoyi qui est ici avec nous pour essayer de parler de cette actualité ô combien brûlante. Souvent, comme nous le disons, et je le lui disais d'ailleurs tout à l'heure, que les intellectuels se taisent, mais voilà, les intellectuels prennent maintenant le courage de venir parler de leurs idées, de venir exposer leurs idées, et nous espérons que le professeur Mpoyi sera à la hauteur. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je reprends ce que j'ai dit, le 19 septembre, une date charnière en principe dans le processus électoral, mais qui malheureusement est en train d'échapper au cours de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Bon, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous remercier pour cet accueil dans cette émission. Oui. Une idée en plus. Et ça va vraiment à point nommé. Et c'est le moment de parler. Est-ce que nous allons apporter ici une idée qui va amener un plus à la situation dans laquelle se trouve notre pays. Alors, la situation qui est en train de se passer aujourd'hui, nous espérons vivement qu'il n'y aura pas mort d'homme aujourd'hui. Parce que s'il y a mort d'homme aujourd'hui, c'est une mort de plus, c'est une mort inutile, c'est une effusion de sang qui aurait dû et qui doit être évité. Ce matin, il y a déjà eu, selon le rapport que nous avons reçu, un ou plusieurs bus qui ont été brûlés. Nous n'en avons déjà pas suffisamment. Alors, si un bus est brûlé, vous imaginez ce que cela... ont été mal encadrés. Non, ce n'est pas une question de mal encadré. Notre peuple ne devait pas être incité à descendre dans la rue. Voilà. Cette instrumentalisation de la violence, de part et d'autre, de la part de nos politiciens, est totalement inadmissible. Cette instrumentalisation de la communauté internationale, de la part de nos politiciens, est totalement inadmissible. Les politiciens ont pris le peuple congolais en otage. Celui qui est au pouvoir veut s'y maintenir. Ceux qui veulent occuper le fauteuil veulent à tout prix y arriver, et alors ça leur importe peu que les enfants des autres meurent, parce que les leurs ne seront pas dans la rue, les leurs ne sont pas descendus dans la rue aujourd'hui. Alors nous sommes ici pour dire que cette situation doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter comment? Parce que nous avons une constitution. Oui. Ce document n'est pas un chiffon, n'est pas un papier que les politiciens doivent se permettre tout simplement de jeter à la poubelle. C'est pour ça que dans un état de droit, l'article 1er de notre Constitution, c'est ce qu'il dit, nous sommes, la République démocratique du Congo est un état de droit.
dans un état de droit, les conflits, si conflits il y a, l'accès au pouvoir et tout ce qui s'ensuit est déterminé par ce qui est écrit dans ce document. Ce document a été adopté par notre peuple et a donné naissance à la Troisième République. C'était le 18 février 2006. Depuis lors, le peuple a accordé sa confiance au président Kabila. Il a été reconduit au pouvoir 2 fois et ce document prévoit exactement dans quelles conditions M. Kabila doit pouvoir rendre le pouvoir au peuple qui le lui avait confié. Mais il ne refuse pas, lui ne cesse de répéter qu'il va respecter la Constitution. Alors, si la Constitution a été respectée, ce n'est pas seulement M. Kabila qui en est le garant attitré. Si la Constitution avait été respectée, eh bien, vous venez de le dire en ouvrant cette émission, le scrutin pour l'élection de notre prochain président aurait été convoqué demain. Mais ce n'est pas au président Kabila de convoquer le corps électoral. Non, je dis ce que dit la Constitution. Oui. Je ne suis pas ici pour blâmer un individu, qui qu'il soit. Les acteurs politiques, chacun a sa responsabilité. Voilà. Le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution s'impose à tous. Je constate tout simplement que notre Constitution est violée. Elle n'est pas violée, elle n'a pas été violée seulement aujourd'hui, avec le défaut intentionnel d'organiser l'élection présidentielle à la date qui est inscrite dans ce document. Cette Constitution a été violée de multiples fois. Il vous souviendra que d'après notre Constitution, les élections locales devaient avoir lieu depuis plus de 10 ans. Elles n'ont jamais eu lieu. Les élections provinciales devaient avoir lieu il y a 5 ans. Elles n'ont pas eu lieu. C'est une violation de la Constitution. On a toujours évoqué, professeur, des contraintes financières et techniques. Mais, écoutez, c'est faux alibi. Il n'y a pas eu de contraintes. Je veux simplement illustrer mon propos. Il n'y a pas eu de contraintes financières lorsqu'il a fallu enterrer, vous vous souvenez bien, Papa Wemba. On a tous vu l'extravagance qui a été causée par cet événement. Ça, c'est la ville. Ça, c'est la ville, ce n'est pas le gouvernement. Ah bon, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Je réponds aux contraintes financières. Exactement. Je dis simplement que toute la population, le monde entier, a vu l'extravagance qui s'est déployée lorsque Papa Wemba est mort dans ce pays. Donc, lorsqu'on vient nous parler de contraintes financières, c'est une excuse. La Constitution ne dit pas qu'il y a des raisons pour ne pas la respecter. Alors, si vous voulez bien, je suis juriste, je voudrais m'en tenir à ce que dit notre Constitution, dont le respect s'impose à tous. Le président de la République est le garant de la Constitution. Lorsqu'il a juré, lorsqu'il a prêté serment, il a dit « Je m'engage à respecter la Constitution et les lois de la République, sans aucune réserve. » Alors, s'il fallait, on sait, quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous savez que vous devez payer le Minerval. Vous n'arrivez pas à la veille de l'examen en disant « Vous êtes allé à l'école, c'est très bien, mais je ne peux pas payer le Minerval, et donc, mon cher enfant, excusez-moi, vous ne pouvez pas passer l'examen parce que je suis pas en mesure de payer. » Non, 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 non. Évitons cet amalgame. Il ne s'agit pas de contraintes financières et en tout état de cause, ce n'est pas une justification pour violer la Constitution. Et alors, à qui incombe la faute, professeur? Il ne s'agit pas de faute. Vous savez,
Lorsque... Vous avez dit ici que cela a été fait de manière intentionnelle. Mais bien Donc, sûr. quelque part, il y a un coupable. Non, voilà. La question, c'est... La Constitution prévoit ce qui doit arriver lorsqu'elle est violée. Exact. Alors, le non-respect ou la violation intentionnelle de la Constitution est une... La loi, la Constitution elle-même dit, lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution, cela constitue, vous pouvez me compléter, une infraction de haute trahison. Et lorsqu'il y a haute trahison, le président de la République et le Premier ministre sont comptables de leur action ou de leur manquement devant la Cour constitutionnelle et qu'il appartient au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, d'assumer leurs responsabilités pour s'acquitter du devoir que la Constitution impose sur eux de constater qu'il y a violation et de déférer le président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle. C'est elle qui va, et c'est devant cette institution que ces deux responsables de notre État, en qui nous avons mis notre confiance, devront aller répondre des charges portées contre elles d'accusation de haute trahison. Mais ce n'est pas à nous de le dire. Tout ce que nous disons en tant que citoyens, c'est que ce mécanisme doit être mis en branle. Et notre pays ne serait pas le premier à le faire. Vous vous souviendrez qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a eu M. Richard Nixon, qui pour perpétuer sa présence à la tête des États-Unis, s'était embarqué avait ordonné le cambriolage de son adversaire du Parti démocrate. Il a été réélu, mais évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Et lorsque on a découvert que M. Nixon avait été l'artisan de ce cambriolage, eh bien, vous connaissez la suite. Le Parlement des États-Unis a fait ce qui était en son pouvoir, le Sénat américain. Et il ne pouvait pas arriver à cela sans le concours actif du Parti républicain, qui était le parti de M. Nixon. Donc, je veux simplement... Bien sûr, mais vous ne voyez pas que nous n'avons pas la même culture politique que l'affaire du Watergate que vous évoquez là. Et puis, au niveau de la RDC, les politiciens n'ont peut-être pas assez de maturité politique, que ce soit les politiciens, même la population, pour amener justement au respect de la Constitution. Alors, quand vous me dites que nous n'avons pas la même culture politique, oui. Ce n'est pas une question de culture politique. Je suis professeur de droit. Oui. Et ce qu'il m'a été enseigné, j'ai étudié le droit dans ce pays. À l'université, j'ai commencé à l'université Levanium, j'ai terminé à l'université nationale du Zaïre. C'est ça. J'ai eu aussi le privilège d'aller voir ailleurs. J'ai fait mes études doctorales à l'université catholique de Leuven et j'ai été un peu aussi en France et aux États-Unis. Et donc, en ce moment-là, nous étions pris au sérieux et admis dans ces universités-là. Pourquoi? Parce que la formation de base que nous avions acquise dans notre propre université avait fait de nous des juristes. Le rôle d'un juriste, ce n'est pas de penser à la culture politique de son pays. La responsabilité du juriste, c'est d'appliquer la loi. Et lorsque les magistrats prêtent serment, leur serment dit qu'ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Moi, je dis ce qui est dans la loi. Et j'invite nos magistrats qui ont été aux mêmes écoles que nous et qui savent qu'ils n'ont d'autre autorité que celle de la loi, d'appliquer cette loi. Et alors, nous cesserons de nous contenter de ces nivellements
par le bas, qui consiste à dire « Ah non, nous ne pouvons pas faire ceci parce que nous sommes des Congolais, parce que nous sommes différents. » Quand nous parlons des droits de l'homme, la Convention universelle des droits de l'homme, il n'y a pas deux conventions. L'une pour ceux qui ont une culture plus élevée et l'autre pour ceux qui ont une culture qui doit encore se faire. Alors, professeur, parlons justement des juristes. Au niveau de la Cour constitutionnelle, on a publié je ne sais pas moi, un décret ou quoi il y a quelque temps sur base d'une requête de la majorité disant que le président de la République restait en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais nous, les littéraires, nous disons toujours en lisant cette même constitution qu'il y a une incise qu'ils avaient oubliée. On dit le président élu 90 jours avant. On oublie cet article. Vous, les juristes, vous êtes restés là, qu'il demeure en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais vous avez oublié cette incise qui dit que 90 jours avant, et les 90 jours en principe commencent aujourd'hui. Donc je dirais que les juristes ont une grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Avec tout respect, j'aimerais d'abord corriger lorsque vous dites « nous les juristes », vous les juristes. Non, il y a 9 personnes à la Cour constitutionnelle. Et ces 9 personnes ont pris la décision qu'ils ont prise. Heureusement, Dieu m'en garde, je ne fais pas partie de ces 9 personnes. Mais je rappellerai aussi, parce que il y a une Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, la même Cour constitutionnelle avait proclamé M. Gbagbo élu président. Et vous savez aussi que exactement la même Cour constitutionnelle a déclaré M. Ouattara élu président. Alors, je vous laisse le soin de déterminer ce qui arrive à une Cour constitutionnelle qui dit une chose le matin et qui dit son contraire le lendemain. J'espère seulement qu'il n'en sera pas de même pour notre Cour constitutionnelle. Alors, je ne vais pas m'avancer plus loin parce que, à mon humble avis, le rôle d'une Cour constitutionnelle n'est pas d'interpréter une loi à la demande, qu'elle soit claire ou pas claire, à la demande d'un groupe de parlementaires instrumentalisés pour aboutir à un résultat, à une façade de légitimité. Et ceci montre très clairement comment la violation de la Constitution à laquelle nous faisons face est intentionnelle, puisqu'elle a été programmée. C'est très grave lorsque dans un pays, il y a une instrumentalisation aussi évidente de la violation. C'est pour ça qu'en tant que peuple souverain, et le peuple c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous, quand nous prenons conscience de cela, il est de notre devoir d'appeler nos élus à assumer leurs responsabilités. Nous sommes à un moment historique. Nous sommes à une période charnière où nous ne pouvons pas accepter qu'on nous prenne pour de l'argent comptant. Le peuple souverain, détenteur du pouvoir, l'a accordé pour une durée bien déterminée. Cette durée est arrivée à son terme. Alors, tout ce que nous pouvons demander au président Kabila, qui veut le bien de ce pays. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'est pas à la base de tout ce qui se passe. Je vois les affiches qui sont tout au long de ce pays que pour le bien du Congo, nous devons dialoguer. Mais nous devons dialoguer au sein du Parlement. C'est là que les conflits institutionnels se règlent. On ne peut pas appeler autour d'une table 280 personnes, dont 25 auraient été nommés par un non-congolais qui n'a pas de voix au chapitre, qui ne peut pas désigner des personnes pour décider de confisquer à notre peuple son droit d'exercer son pouvoir. C'est par le vote.
que le peuple exerce. Quel crédit accordez-vous justement au dialogue puisque nous y sommes? Aucun. Je viens de le dire, le président du Sénat l'a dit, le président de l'Assemblée nationale l'a dit. Le dialogue qui est en cours est une réunion d'individus qui n'ont reçu aucun mandat. Personne ne les a mandatés pour défaire la Constitution. Lorsque 280 personnes décident que M. Kabila doit continuer à être président au-delà de la durée qui est inscrite ici, eh bien, ils ont purement et simplement déchiré ce document. Alors, est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est concevable dans un état de droit? Alors, ce n'est pas moi seulement qui le dis, le peuple souverain le dit. C'est pour ça que, sans attendre le discours d'ouverture que les deux présidents de l'Assemblée et du Sénat ont prononcé à l'ouverture, le peuple souverain a rédigé une pétition conformément aux dispositions de l'article 27 de notre Constitution pour demander précisément que le Sénat et l'Assemblée nationale prennent leurs responsabilités et s'acquittent de leur devoir constitutionnel qui est celui de faire valoir que dans notre pays, il y a eu violation de la Constitution. Je donnais l'exemple des États-Unis que chacun connaît, mais tout récemment, il y a eu au Brésil la destitution de Madame Dilma Rousseff. Elle avait violé la Constitution d'une manière qui paraîtrait anodine ici, parce qu'elle a maquillé les comptes publics. Alors, ici, c'est beaucoup plus grave. Mais le peuple du Brésil a dit non. Madame, vous avez fait ce que vous avez fait, c'est contraire à la violation, eh bien, nous vous demandons de nous rendre le pouvoir que nous avions confié. Nous sommes capables et nous devons faire la même chose. Nous ne pouvons pas engager ce pays dans la voie de la destruction une nouvelle fois. Il y a eu plus de 6 millions de morts dans notre pays. Nous ne devons pas nous engager de nouveau dans cette voie-là. Apparemment, aujourd'hui, professeur, avec ce que vous dites, à part les cris d'alarme lancés, l'alerte lancée par le président du Sénat et celui du Parlement, c'est comme si tout le monde est aveuglé parce que tout le monde est accroché à l'accord qui va sortir du dialogue. Pendant que vous dites que le dialogue n'a pas sa raison d'être, étant donné que c'est une institution qui n'a pas sa raison d'être, qui ces gens-là n'ont été mandatés par personne, mais c'est comme si tout le monde est aveuglé et n'attend que les conclusions du dialogue. Mais vous dites que tout le monde serait aveuglé et n'attend que la conclusion de ce dialogue. Si c'était le cas, vous pouvez me dire combien de gens... Là, il y a 280 personnes à la cité de l'OUA. Combien sont-elles, les personnes sont descendues dans les rues de Kinshasa seulement? Alors, lorsque l'on prétend que 280 personnes ont décidé et que... Non, ces 280 personnes ont décidé quelque chose, mais la majorité silencieuse qui est en train de s'exprimer, non, elle a voix au chapitre parce qu'elle est en train de s'exprimer brillamment en ce moment même dans les rues de Kinshasa. Et si on y prend garde, ce sera à répétition et ce sera comme ça à travers l'ensemble de notre territoire. Et cela va s'accompagner de la violence destructrice parce que lorsqu'on instrumentalise, parce que lorsqu'on incite tous les laissés pour compte de notre société dans la rue, eh bien, il va y avoir du grabuge. Et nous ne voulons pas de cela. Être un leader responsable, c'est éviter cela. Et notre cri, quand nous avons lancé cette pétition, et dans l'appel que nous avons lancé à notre nation, nous terminons par inviter d'abord la famille biologique de M. Kabila, de rappeler à M. Kabila qu'il a eu l'honneur et le privilège
de servir notre nation en tant que président pendant 15 ans. C'est un honneur. Ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Et que lorsque le moment de rendre le tablier est venu, c'est humblement qu'on doit rendre le tablier et remercier notre peuple d'avoir fait cela. Regardez ce qui se passe en ce moment avec M. Barack Obama. Il n'a pas eu 15 ans, il n'en a eu que 8. Et il aurait bien voulu continuer. Il y a un chantier totalement inachevé. Sa popularité est en hausse même. Mais il va partir. Regardez ce qui se passe avec M. Hollande. Il veut bien, mais il se soumet parce que là, il le fait conformément à la loi. Nous implorons notre président, nous implorons M. Kabila de se remémorer des circonstances douloureuses dans lesquelles son père s'est autoproclamé président, chef de l'État de notre pays. Nous l'invitons à se remémorer les circonstances affligeantes dans lesquelles lui-même a succédé à son défunt papa. Nous l'implorons de se remémorer les circonstances et les morts qu'il y a eu en 2006, lorsque M. Jean-Pierre Mbemba a voulu contester par les armes l'élection de M. Kabila. Nous implorons M. Kabila de se remémorer ce qui s'est passé en 2011, lorsque des accusations de fraude ont été brandies, et lorsque M. Tshisekedi s'est déclaré dans son jardin président élu de ce pays. Nous invitons tous nos leaders de savoir que la politique ne doit pas être un gagne-pain, que parmi 70 millions de Congolais, il y en a plusieurs qui peuvent continuer à mener le bateau appelé Congo à bon port. Alors nous voulons que tous les politiciens, toutes catégories confondues, prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire à ce peuple meurtri qui n'a que trop souffert. Et nous invitons tous les partisans de tous bords de réaliser que chacun des leaders qu'ils servent est mortel. Chacun d'eux peut disparaître aujourd'hui. Dieu seul sait combien de temps il donne à chacun de nous. Alors c'est vraiment se moquer de l'intelligence de notre peuple, de penser que la survie de ce pays est liée à la présence à la tête de ce pays de tel individu plutôt que de tel autre. En tout cas, professeur, je crois que votre cri sera entendu. C'est d'une manière pathétique que vous l'avez lancé, mais j'espère aussi que la population qui vous suit prendra ses responsabilités en main, parce que ce document que vous avez brandi tout à l'heure, cette constitution, si elle n'est pas respectée, évidemment, c'est ce socle-là qui est dérangé et que le pays ne peut pas aller au-devant. Alors, pour clôturer, professeur, je ne sais pas si vous avez encore une idée à émettre, si vous avez encore un souhait peut-être à émettre pour que ce pays puisse revenir sur les rails. J'aimerais conclure sur nos compatriotes. Pour ceux, il y a beaucoup de chrétiens dans notre pays. Oui. Il y a, je crois, selon les derniers comptages aussi, que la majorité sera encore toujours catholique. Mais je suis arrivé par hasard, je suis tombé par hasard sur cette prière pour la canonisation de nos bienheureux Anouarité et Bakanja. Anouarité et Bakanja. Et j'aimerais lire cette prière, oui, avec votre permission. Après tout, nous sommes dans une télévision catholique. De bonne guerre. Ô Dieu, créateur du monde visible et invisible, dont le règne n'aura pas de fin. Tu es 3 fois saint et tu nous invites, nous aussi, à partager ta sainteté.
pour sauver le monde et nous apprendre combien ton amour et ta miséricorde sont infinis. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui, ayant pris notre condition humaine, excepté le péché, règne au ciel et sur terre. Ô Seigneur Jésus, nous te prions d'intervenir en faveur de la canonisation de nos bienheureux Marie-Clémentine Anouarité et Isidore Bakanja, qui sont modèles de la foi chrétienne sans compromission en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Nous te supplions, Seigneur, pour ces martyrs, qu'ils accèdent à la couronne réservée aux saints pour la plus grande gloire du Père et le bien de ton Église. Ô Seigneur Jésus, qu'à travers leur exemple, suscite de vaillants témoins qui luttent pour le respect de la dignité humaine au sein de notre société. Seigneur, que l'intercession de nos bienheureux Marie-Clémentine Anouarité et Isidore Bakanja, qui t'ont suivi de façon héroïque et exemplaire, soit source de grâce pour la République démocratique du Congo et d'autres pays africains qui se préparent aux élections, afin que sous la mouvance de l'Esprit Saint, ils parviennent à une alternance saine au pouvoir et à une vraie démocratie qui garantit la justice distributive au profit de leurs peuples respectifs. Ô Notre-Dame du Congo, d'Afrique et du monde entier, nous nous abandonnons aussi à toi, Reine du ciel, Mère de l'Église et des apôtres de tous les temps. Que ta puissante intervention auprès de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Frère, nous obtienne la grâce de la canonisation des martyrs Marie-Clémentine Anouarité et Isidore Bakanja pour le renouvellement de l'humanité sauvée par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, cette prière, et pour moi, je considère que ce n'est pas un hasard que cette prière ait été faite. C'est sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que nous prions, toute religion, toute dénomination religieuse confondue, pour que la divine providence nous épargne d'une nouvelle effusion de sang dont nous n'avons vraiment pas besoin. Et pour que cela arrive, nous implorons l'Esprit Saint pour qu'il éclaire l'esprit de notre président, M. Joseph Kabila, afin qu'il fasse la seule chose qu'il doit faire, c'est-à-dire annoncer à notre peuple qu'il le remercie de l'avoir servi, de lui avoir donné l'honneur et le privilège de nous servir, afin d'arrêter, de couper court à toutes les instrumentalisations de la violence qui sont en cours en ce moment. Merci, professeur. Ce sera ainsi votre dernier mot. Nous vous remercions particulièrement pour cette prière pour la canonisation de la bienheureuse Anouarité et du bienheureux Bakanja. Nous espérons que cette prière va étaler droit dans le cœur des milliers de Congolais qui vous suivent en cette date charnière dont j'ai parlé du 19 septembre. Et nous espérons tous que ce pays, en tout cas, va se remettre progressivement sur les rails. Professeur, en tout cas, nous vous remercions beaucoup pour cette intervention combien magistrale et importante. Et nous espérons que ceux qui nous ont suivis vont en tirer quelque chose de bien. Encore une fois, professeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et même à l'autre bout du monde, quel que soit l'endroit où l'on soit, aussi vrai que